Il vit sa vie sur un fauteuil d'artiste. Frédéric Zetoun au Casino de Paris avec le plaisir de partager des chansons. Et j'allais presque dire, Frédéric, bien sûr, on te connaît avec les émissions sur France 2, on connaît les chansons, on connaît ton amour pour la chanson et on aime l'artiste, le compositeur, le chanteur. Et c'est surtout l'amour du public qui t'amène là. Merci beaucoup Patrick. Bonjour, oui c'est vrai que c'est l'amour du public et une équipe. Tu sais que dans ce métier on n'est rien tout seul. J'ai commencé d'abord par écrire pour les autres avec beaucoup de plaisir et je continue, j'ai beaucoup de bonheur à écrire pour les autres. Et puis il y a quelques années, quelqu'un que tu as reçu il n'y a pas très longtemps, un monsieur qui s'appelle Gérard Davoust, qui est mon producteur et mon éditeur, mais beaucoup plus pour moi, m'a dit, mais pourquoi on ferait pas avec toi maintenant? Parce qu'on jouait à l'Alhambra, on jouait tous les dimanches soirs dans le petit Alhambra qui était un petit peu la chaloupe du grand vaisseau amiral qui était l'Alhambra. Et tous les dimanches soirs, il y avait des copains qui venaient, des gens pour qui j'avais eu le bonheur d'écrire. Hugo Frey est venu, Enrico Macias est venu. Et un jour, on s'est dit, pourquoi j'irais pas chanter mes chansons? Ouais, et c'est ce qu'on fait. C'est ça, voilà. L'album, il est là. Alors, le Casino de Paris, les rencontres. Et puis un livre, on va parler de ce bouquin qui s'appelle justement Un fauteuil d'artiste. J'aime tout le monde. Non mais c'est vrai ça. Pas du tout. C'est impossible. C'est pas possible. C'est impossible d'aimer tout le monde. Ça fait une tellement belle chanson. Non, j'aime tout le monde, enfin, jusqu'à demain. Ouais. C'est ça. Non, et j'aime tout le monde, c'est une posture, mais justement, je voulais m'amuser des gens qui te disent « Ah, mais la vie est belle, le monde est beau », surtout après le confinement où on a rêvé comme ça d'un monde d'après où tout le monde s'embrasserait sur la bouche. Et donc, ça m'avait amusé, j'avais écrit cette chanson. On l'écoute quelques instants, Frédéric. Mes colères aux eaux troubles du Gange. J'ai envie d'embrasser à bouche, que veux-tu, mes ennemis d'hier et même des inconnus, rancuniers de nature, je deviens écolo et la terre est si belle et les gens sont si beaux. Je m'y trompe, on entend quand même un petit côté de là où tu viens là. Oui, alors là j'ai pris le côté à côté en fait. Oui, il y a deux grandes familles, il y a les juifs séfarades d'Afrique du Nord et les juifs ashkénazes d'Europe de l'Est. Là je leur ai un petit peu emprunté leur rythme et leur accent slave. C'est ça, ouais. Alors la maman elle dit que pour un juif ashkénaze on devient médecin ou dentiste. Hein. On n'est pas séfarades aussi. Hein. On a le choix entre la blouse blanche et la robe noire, quoi. Ouais, alors, parce que ça, dans ce bouquin, il y a une phrase que je trouve absolument dingue. C'est une parole de chanson qui dit « Lorsque je suis né, eh bien, les fées étaient certainement toutes bourrées. C'était pas gagné. » Non, c'était pas gagné. Mais c'est gagné pour personne, en fait. Ouais. Moi, c'est vrai que je raconte mon parcours. Je suis né paraplégique, je me déplace en fauteuil roulant depuis maintenant quelques 60 ans. Mais il y a des tas d'autres gens. Et c'est pour ça que j'ai aussi eu envie de faire ce bouquin. Parce que c'est pas juste mettre le handicap devant, c'est mettre la différence. On a tous des handicaps plus ou moins visibles. Et cette notion de handicap, elle est un petit peu universelle. On est tous un peu l'handicapé de quelqu'un. Et donc, à partir de là, dire que parfois, dans la vie, mais c'est souvent le cas, on n'a pas toujours un carré d'as pour démarrer, on n'a pas toujours un brelan de roi. Et à partir de là, il faut faire avec. Et ce bouquin, c'est ça, c'est ce que ça raconte. On a fait avec. On va entendre J'aimerais avec Annie Dupéret en duo. Hein. En guest. Mais parce que je dis ça, parce que dans le bouquin, tu dis clairement, je me suis jamais considéré comme handicapé. D'ailleurs, c'est pas un mot que tu aimes. Hein. Non, c'est pas. Ce mot, il existe. Il est dans le dictionnaire. Il est pas tabou. C'est un mot qui existe. Mais handicapé, dans l'inconscient collectif, ça veut dire empêché. Ça veut dire amputé. Ça veut dire pas capable. Or, quand on parle en situation de handicap, il y a parfois la vie, la ville, l'urbanisme, le manque de considération dans la cité au sens latin du terme, fait qu'on se retrouve en situation de handicap. Si on se retrouve tous les deux, Patrick, devant un escalier et qu'il n'y a pas d'ascenseur, ou que l'ascenseur est là et où il est en panne, comme souvent dans les ascenseurs de parking, où on peut descendre au parking mais on peut pas remonter, parce que l'ascenseur il est en panne depuis 40 ans, je vais être en situation, je vais être handicapé parce que je vais pas pouvoir monter. Mais si l'ascenseur marche, il n'y a plus de handicap. C'est pour ça que je préfère parler de situation de handicap. C'est pas juste une petite coquetterie de langage. Situation de handicap, c'est les autres qui vous surhandicapent quelque part. Le rapport à son propre corps et le rapport à sa différence, après, c'est à chacun
de le régler. En fauteuil roulant, assis, couché, debout, blond, brun, c'est un rapport intime avec soi-même. C'est ça qui fait la force, Frédéric. Mais il y a quand même dans ce bouquin l'histoire de ce petit gamin qui naît à Tunis et puis qui après va se retrouver à Paris, très tôt, qui suit les parents très tôt, mais qui rêve et qui écoute Enrico Macias, qui écoute ses chansons, qui un jour le connaîtra, mais qui ne le sait pas à ce moment-là, qui rêve de chansons, la chanson, le manche-disque qu'on offre. Le manche-disque, mais vraiment c'était, je ne peux toujours pas expliquer pourquoi, mais vraiment les chansons m'apaisaient. J'ai eu des parents absolument aimants, des parents pour qui, les premiers qui m'ont fait croire d'ailleurs que ce handicap entre guillemets n'existait pas, c'est eux, parce que pour eux c'était tellement insupportable qu'ils avaient décidé une bonne fois pour toutes que, non pas qu'il n'existait pas, mais qu'il ne devait m'empêcher de rien. Donc ce que je suis aujourd'hui, je le dois, et pourquoi j'ai fait ce bouquin, c'est pour vraiment leur rendre hommage. Tu sais très bien que les gens ne meurent que quand on n'en parle pas, et moi ils ne sont plus de ce monde et j'avais envie d'en parler. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment leur rendre hommage à eux parce qu'ils ont pris la vie à bras-le-corps. On était 3 enfants, j'ai 2 grandes sœurs, je suis le petit dernier, j'étais un enfant désiré. Ils voulaient absolument que je vive comme les autres. Et voilà, ils ont fini par me faire croire que c'était possible. Et ils ont eu raison. Oui, on va entendre J'aimerais. Parce que ça, c'est un joli mot. J'aimerais que les gens regardent autrement les personnes, comme on dit, à mobilité réduite. Mais lorsque, enfin, en te battant, voulant placer tes chansons, voulant chanter, tu te retrouves un jour sur TF1 pour l'émission qui s'appelle Découverte. On te dit, non mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas apparaître à la télé sur une chaise roulante. Alors, c'était autre temps, autre mœurs. Je devais être en première ou en terminale à l'époque, donc en 79. Et il y a un monsieur auquel j'ai voulu rendre hommage dans ce bouquin, et je rends aussi hommage aujourd'hui, qui s'appelle Roger Pouli, qui était pianiste et compositeur, accompagnateur de Charles Trenet, qui lui est dans le jury. Et ils sont partis pour m'éliminer en disant... Ça va être un concours, il va apparaître en fauteuil roulant, les regards ne sont pas habitués, il n'y a pas de banalisation du regard, on va lui dire qu'il n'est pas retenu. Et Roger Pouli dit non. Non, parce que parmi les auteurs-compositeurs, sa chanson n'est pas parfaite, mais honnêtement, c'est une des meilleures que nous avons entendues hier. Les auditions avaient eu lieu la veille au Petit Théâtre Montparnasse. Et il m'appelle en me disant, voilà, j'ai un marché à vous proposer, vous allez être éliminé. Si vous acceptez de passer sur un tabouret, vous pouvez concourir. Franchement, j'en ai pas dormi de la nuit. Parce que pour moi, c'était un petit peu me renier. Et puis je me disais, mais pourquoi ? Moi, j'ai pas de différence, je fais des chansons. Je vois pas en quoi mes chansons... Et il m'expliquait qu'à la télévision, c'est quelque chose que j'allais comprendre un petit peu plus tard, qu'à la télévision, l'image avait une importance extrême, et que donc, à partir de là, lui s'était battu pour que je puisse concourir, mais sur un tabouret. En fait, je n'ai pas eu du tout ce dilemme, j'ai accepté, j'ai fini par accepter, mais la mort dans l'âme, et puis l'émission a été supprimée ensuite. Oui, mais après, un jour, même sur scène, quelque part, on vous dit c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'accès, pas une rampe, etc. On vous dit la dernière fois il y avait Petrucciani, mais on le portait dans les bras comme une poupée, ça pouvait aller. Non mais on vous dit des choses comme ça. Ça c'est drôle et vulgaire. Je demandais au patron du Zénith de Pau, je présentais à ce moment-là la tournée H tendre et tête de bois. C'est une tournée qui avait un succès colossal. On faisait la tournée des Zéniths et on fait l'ouverture du Zénith de Pau. Donc le Zénith venait d'être ouvert, c'était tout neuf, vraiment. Les lois en vigueur devaient être respectées. C'était en 2007 et je vois alors. Effectivement, dans la salle, quelqu'un en situation de handicap pouvait venir, mais dans les coulisses, c'était un enfer. Pour aller au catering, tu sais, le catering, c'est cet endroit où les artistes vont manger avant, les caterings, les toilettes, enfin, c'était un enfer. Et je dis au directeur, c'est marrant, il me dit, mais attendez, mais nous, alors, dans la salle, on est aux normes, hein. Mais alors, dans les coulisses, on n'a jamais vu un artiste handicapé, on n'y a pas pensé. Et je lève la tête et il y avait un cadre de Michel Petrucciani. Je fais, et lui, c'est qui ? Et il me dit, ah, lui, c'est pas pareil. Il était tout petit, on le portait comme un bébé. C'est drôle, c'est vulgaire, c'est désarmant de conneries, mais voilà, ça existe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, mais rien n'est grave. Alors, tiens, puisqu'on parle de la tournée H tendre, parce que tu en parles dans ce bouquin. Il y en avait qui se disputaient pour avoir la plus grosse loge. Oui, ça, c'est... Des anciennes vedettes. Alors, tu cites des noms. Hein. Oui, ils ne sont plus là, aujourd'hui. Mais c'est Richard Anthony et Daniel Gérard. Et Daniel Gérard qui est toujours là. Rivalité, là. Il y avait une petite rivalité qui aurait la plus belle loge. Enfin, il y avait des petites. En fait, ces artistes qui avaient tous été, qui étaient
tous de grands artistes et qui avaient été de grandes vedettes. Ce qui est extrêmement touchant là-dedans, c'est que le public retrouvait ses 20 ans et dans les coulisses, ces artistes-là retrouvaient une dignité. Et moi, Ils se disaient, ça y est, c'est reparti. Ils pensaient que c'était reparti. Il y en a un qui était sympa, c'était Rika Zaraï. Rika Zaraï, franchement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Elle était drôle. C'est une femme qu'on n'a pas toujours jugée à sa juste valeur. C'était une vraie musicienne. Elle parlait comment, Frédéric? Elle avait un petit accent. Un petit accent, je suis très mauvais en imitation. L'accent israélien, je le fais et je ne le tiens pas très très bien. Mais c'est vrai que dans les zéniths où je ne pouvais pas aller me substanter, c'est elle qui me disait: tu crois que Tata Rika, elle va te laisser mourir de faim? Elle me faisait des énormes plateaux et elle me les amenait. Non, elle, c'était vraiment une grande dame. Une grande dame. Il y en a une grande dame aussi, parce que là, on revient au début. Oui. Quand tu démarres, et que c'est pas du tout à gagner d'avance, c'est Dalida. Oui. Je crois que c'est une des premières qui vient te prendre dans ses bras. Elle me dit en partant, on fait une première télé où j'avais été vraiment pas terrible chez Michel Drucker. Et Champs-Élysées, Michel Drucker qui a toujours été là, qui a toujours été fidèle. Ça, il faut le noter dans un métier où c'est pas toujours le cas. Gérard Davoust produisait mon premier 45 tours. Et bon, j'avais fait une prestation, somme toute, peut-être que j'étais pas vraiment au point, quoi. Ouais. Et avec un grand nœud papillon. Avec un gros nœud papillon, m'avait fait. J'étais déguisé. Enfin, franchement, je ressemblais vraiment à une espèce de phénomène endimanché avec un nœud papillon et des lunettes énormes. Et elle vient me dire: toi, tu es une grande auteure. Voilà. Donc ça c'est des mots que tu gardes et dans les nuits qui vont suivre, parce que ce parcours, tu le sais très bien, est fait de plein et de déliés. Eh bien, dans les moments sombres, il y a des petites paroles comme ça où tu te dis: bon, si cette dame qui a vendu autant de millions de disques me dit que je peux continuer à écrire, ça m'aide. Voilà, c'est des petites balises qui servent à éclairer la nuit. Ouais, la preuve, tiens, que tu es un grand auteur. Tiens, voilà encore une autre chanson là qui arrive, extraite de cet album. On regarde quelques instants. Frédéric Zetoun. Vivement demain que je ferais moins le malin si je passais entre les gouttes, terminer les sorties de route. J'ai tant pensé vivement demain que c'était un mal pour un bien. Vivement demain. Ça, c'est vraiment, c'est toi, ça. C'est l'esprit optimiste. Heureusement qu'il nous reste ça, quoi. Enfin, la vie ne vaut que pour ça. La vie ne vaut que pour la prochaine rencontre. La vie ne vaut que pour la prochaine chanson à écrire. La vie ne vaut que pour le prochain amour, ou au moins que cet amour-là dure encore longtemps. La vie ne vaut que pour le prochain bouquin à écrire. Moi, c'est ça qui me motive. C'est ça mon moteur. Ouais. C'est la prochaine aventure. C'est la prochaine main tendue. C'est ça. Alors tiens, Jacques Martin, Siphon Fanfon, les débuts. Voilà, il dit c'est pas évident le premier coup, mais il est hyper accueillant. Je lui dois vraiment, en télévision, je lui dois tout. Oui, vraiment, vraiment. C'est le premier qui m'a ouvert un petit coin de ciel auquel je n'osais croire. Je suis allé le voir parce que j'écrivais un livre sur les années 70 et je voulais parler du Petit Rapporteur, qui était cette émission qui avait révolutionné l'humour à la télévision. Et il me dit: j'ai 10 minutes à vous accorder. Ces 10 minutes, j'ai toujours en riant que ces 10 minutes sont devenues 4 ans. Il était d'humeur, mais d'humeur exécrable. Enfin, vraiment. Il venait de renvoyer Laurent Gérard. Non, Laurent Gérard s'était barré. C'est Laurent Gérard qui lui avait dit qu'avec Virginie Lemoine, à la rentrée, il ne serait plus là et qu'il partait chez Il en voulait. J'ai tout fait pour lui. Il lui en voulait terriblement. Et je rentre dans le bureau, j'ai affaire à une espèce de monsieur totalement en colère. Enfin, il y avait vraiment de la fumée dans la pièce. Et il me dit: j'ai 10 minutes à vous accorder. Et puis bon, ces 10 minutes, je lui pose les quelques questions que j'avais à lui poser sur le Petit Rapporteur. Au bout de 10 minutes, il me dit: mais vous en savez plus sur le Petit Rapporteur que moi-même. Mais à part ça, là, il commence à partir dans un doux délire, mais un vrai délire. Il me parle de Talmud, il me parle de psychanalyse, et je le regarde. Moi, j'étais un petit peu au musée Grévin, quoi. C'était le premier grand animateur que je rencontrais. Je pensais vraiment pas passer un entretien d'embauche. Et au bout de 2 heures, je dis: Monsieur Martin, je vous ai pris de votre temps. Non, mais on va se revoir très vite. Effectivement, il m'a rappelé quelques temps après. Incroyable. 3 jours après, en me disant: est-ce que vous voulez venir travailler avec moi? Vous avez 3 secondes pour me répondre. Et attendez, j'ai un petit boulot à côté. Est-ce que vous voulez venir travailler avec moi? Bah oui. Et voilà. Et j'ai passé les 4
en télévision les 4 plus belles années de ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il vous dit, ça sera 3 000 francs. Et vous répondez par mois, répondant par semaine. Non, Ça, en c'est plus, ça, il avait une générosité. Jacques savait traiter ses collaborateurs. J'ai tout appris avec lui. Ouais. J'ai appris. C'était quelqu'un qui était à la fois bouffi par son propre orgueil, c'est-à-dire qu'il avait un ego boursouflé, et en même temps, et c'était là tout le paradoxe du monsieur, un regard sur les autres absolument génial. C'est-à-dire que quand il avait décidé de vous aimer, il vous aimait pour de bon, et il soufflait dans vos voiles vraiment. Il pouvait vraiment faire partir un bateau, quoi. Et vraiment, il m'a mis à l'antenne. C'était pas évident en 94, une émission qui s'adressait aux seniors, où on voulait justement montrer des jeunes en pleine forme et puis les faire rire. De mettre un mec en fauteuil roulant à l'antenne, c'était pas évident. Il fallait un certain tempérament. Et il me l'a promis, il l'a fait. Ouais. Ce qui est dans le bouquin, il y a d'ailleurs une anecdote très très touchante avec lui. Oui. C'est quand il est très vieux, très malade, et lui-même se retrouve en fauteuil roulant. Et là, il y a un moment où tu lui dis, on va faire une course. Non, j'arrive, il me fait, il avait du mal à s'exprimer. Il me dit, tu as vu dans quel état je suis? Et je lui dis, bah oui, je vois, tu es entouré. Il y avait David, son fils, qui était là. Il y avait sa fille, Élise. Tu es entouré de tes enfants. Moi, je suis content de venir te voir. Il me dit, mais je suis dans un petit fauteuil. Mais avec un air, je dis, bah oui, alors, on va faire une course à la fin du repas. Et là, il a éclaté de rire, quoi. Je dis, on va enfin pouvoir faire la course tous les deux. Ouais. C'est un souvenir qui me touche encore parce que c'est la dernière fois où je l'ai vu, et c'était un monsieur qui comptait terriblement pour moi. Ouais. Et le dernier mot, je vous ai dit, alors tu continues d'écrire pour le Sicilien, hein. Oui, Parler de non. Frédéric François. Oui, et tu continues d'écrire pour le Sicilien, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir que tu penses à toi aussi. Ouais, C'était carré. ça la dernière phrase. Une chanson s'appelle Comme tout le monde, on l'entend, parce qu'elle est tellement aussi très touchante, hein, Frédéric Zetoun. Voilà, c'est les mots qui viennent du cœur. La même litanie. Dans la foule, faut que tu te fondes, tu dois être comme tout le monde. Papa, maman, merci, alors je fais comme si j'ai voulu être un autre pour ressembler aux autres. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Je pense à l'amour, Sabrina qui arrive, Oui. les souvenirs, les premiers voyages aux États-Unis, la danse avec une jeune femme qui te fait tourner sur la piste. Oui, avec à le l'époque où fauteuil. tout le monde Ouais. était sur des roulettes, puisque c'était la mode dans les discothèques aux États-Unis, c'est venu en France après, de danser avec des patins à roulettes. Ouais. Et donc là, pour le coup, je me suis retrouvé à égalité avec tout le monde. Et ça m'a beaucoup Ouais. aidé. Et puis l'adoption. Et alors là, il y a quand même un détail, c'est qu'on te dit, ah oui, alors c'est possible, vous allez pouvoir adopter, mais pour vous, Oui. comme vous êtes, Oui. on va vous donner un enfant à particularité. Oui, C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ça, c'était en Chine. Enfin, on a vécu le parcours du combattant. On a eu effectivement cette volonté avec mon épouse de prendre ça avec de l'humour. Et ce parcours, je le referai, ces 27 mois de parcours qui ont été quand même un parcours pas toujours évident. Quand je vois le bonheur aujourd'hui que nous avons d'être parents, Ouais. aujourd'hui on est parents, on a un fils formidable qui s'appelle Simon. Quand je pense que ce parcours était fait pour nous amener à lui. Et ce parcours-là, je le referai demain matin à pied, Ouais. si c'est pour avoir le même bonheur aujourd'hui. Donc, ces attentes et ces petites crises de on était parfois bercés entre la colère et l'humour tellement c'est honteux Non, mais on de vous a dire dit, on va vous donner bien sûr, un bien enfant sûr, handicapé. bien parce sûr, que en Chine, vous bien sûr, êtes non, non, handicapé, bien vous sûr, aurez un il enfant fallait handicapé. qu'on fasse un élevage, bien sûr. Non, mais c'est juste heureusement qu'il y a l'humour qui sauve dans ces moments-là. Enfin, c'est juste scandaleux de pouvoir dire ça. Ça dépendait des pays. Il y avait des pays où on était un petit peu trop juifs parce que les orphelinats en Amérique du Sud notamment sont tenus par des bonnes sœurs et donc elles veulent que les enfants qu'elles vont donner en adoption soient élevés dans la religion chrétienne. Il y avait des pays où j'étais un petit peu trop handicapé. Enfin, il y avait comme ça une suite d'interdits et tout ça pour avoir notre fils à la Ouais. fin. Et ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Merveilleux. Mais alors, à un moment donné, tu te rases et t'as le Simon qui dit mais dis donc, pourquoi on m'a pas donné un papa qui marche? Pourquoi on m'a donné un papa qui marche pas? C'est plutôt ça. Bon, il avait 4 ans. Depuis, il a compris, on en rigole. Et on en a rigolé déjà à l'époque. Oui, c'était une saine question. Il disait, voilà, puisque dans la grande bourse de la vie, pourquoi on m'a donné un article qui marche un peu moins bien que les autres, quoi. Et donc, je lui ai expliqué que ça m'empêcherait de rien et surtout pas de l'aimer. Et donc, Ouais. voilà.
Ouais, alors bon, il y a Laurent Gérard après, tu vas écrire des textes pour lui, et puis on disait Hugo Frey. Puis alors il y a quelqu'un à part, Oui. on va l'entendre, Oui. parce que quand même, écrire cette chanson qui s'appelle Bien au contraire, Ça, c'est avec un artiste comme ça, et c'était peut-être sa toute dernière apparition, Oui. Aznavour. Plus jamais, en plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais. Et tout le temps qui passe ne fait rien à l'affaire. Bien au contraire, bien au contraire. C'est une jolie chanson. C'est le Très jolie chanson. cache à chaque coin de mots. Et une chose importante aussi, c'est que vous venez avec un mot qu'on n'a pas visité souvent. Plus jamais, Cette impression étrange. plus jamais. Et ce mot est important. Et plus jamais. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ces images, elles me saisissent toujours autant. Ce cadeau de la vie qui a été d'avoir le bonheur de voir un de mes textes mis en musique par monsieur Charles Aznavour, je le dois aussi à Gérard Davoust. C'est Gérard Ouais. qui a accompagné toute la carrière de Charles. Ouais. et qui m'a fait ce cadeau un jour de montrer ce texte à Charles et qui a accepté de le mettre en musique. Et ces images, elles sont saisissantes. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, je pense à cette phrase de Enrico, quand tu lui cours après avec un texte, qui ne le regarde pas d'ailleurs, puis à un moment donné, il se retourne et il dit « Attends, c'est toi qui as écrit ça ?» C'était drôle, ça. Ça, c'est... Non, mais la phrase, il dit tout. C'est toi qui as écrit ça. C'était très très drôle. Enrico, ça fait vraiment partie des rencontres joyeuses. On peut pas travailler avec Enrico, même quand on travaille sérieusement et on bosse vraiment. Il y a toujours un éclat de rire à un moment. Ce monsieur a le talent de mettre de la joie partout. Mais vraiment, ce n'est pas qu'une image d'Épinal. Ce n'est pas, oui, c'est l'image qu'on a, la paix, la fraternité, l'amour. Mais il est comme ça dans Ouais. la vie. Il est profondément comme ça. Ouais. Ce que je trouve drôle aussi, c'est quand tu joues dans Plus belle la vie. Et alors, on te dit, ah ouais, alors là, tu vas évidemment jouer le rôle d'une personne à mobilité réduite. Oui. Mais tu vas jouer le rôle, on va dire, allez, on va employer un mot qui n'est pas joli, Un on va dire enfoiré. un enfoiré. Tout à fait. Tu vas jouer le rôle. Alors, t'es pas ravi, hein. Mais Non, je trouvais l'angle d'attaque intéressant. Et Plus belle la vie, bon, ce feuilleton qui vient de terminer et qui va laisser des tas de gens un petit peu dans le chagrin. Ils avaient comme ça des thèmes sociétaux. Ils voulaient traiter le thème du handicap. J'avais passé un casting. Ils voulaient, là, il faut leur rendre hommage. Ouais. Ils voulaient quand même que le professeur, j'étais prof d'histoire géo, soit vraiment en situation de handicap. Ils auraient pu faire dans beaucoup de feuilles comme c'est. oui, dans le cadre mais il de voulait beaucoup pas de qu'il soit feuilletons. gentil, hein. Il voulait Voilà, pas qu'il donc soit... il voulait prendre le contre-pied, ne pas prendre le brave type que tout le monde aime bien, mais vraiment un type Mais, franchement. ouais. Et là, ils en ont fait. Et ça t'a plu, c'est ça qui est dingue. Ça c'est m'a qu'à un plu. moment donné, Mais- t'étais content d'être l'enfoiré, là. C'est vrai, mais je trouvais que les dialogues étaient écrits avec une telle verdeur. Enfin, le type était pas juste un peu dur, il était juste grossier. Donc, Ouais. effectivement, la première phrase que je devais dire à une comédienne que je ne connaissais pas, j'avais jamais joué la comédie dans une série de ma vie, et je devais lui dire, alors qu'elle se proposait de m'accompagner aux toilettes, je devais me retourner et la regarder en lui disant, pourquoi tu veux me la tenir, chérie? C'est quand même, c'est Ouais. dur à dire ça. Ouais. Et on vous a dit, t'es comédien, tu dois tout faire. Voilà, Voilà, t'as pas le choix. vous avez pris le rôle, donc maintenant, et vous jouez ça. Alors je l'ai joué. C'est la vie. C'est les chances de la vie. Fauteuil d'artiste, ce livre aux éditions de l'Archipel, tellement touchant, tellement émouvant, qui raconte ce parcours qui suit de Frédéric Zetoun en chanson, avec les textes de ses chansons, et au Casino de Paris le 5 décembre, en concert, avec tout le cœur. Tout le Tout le trac l'amour aussi, et tout le trac. Là, je dors plus en ce moment. Ouais, ouais. Non, mais tout le trac, mais on va tenter d'en faire une fête. Ouais. Merci Frédéric. Merci. La vie est une fête. Oh, la Allez. vie. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. Si on a décidé, on peut pas faire de la vie une fête. On a des chagrins, bien évidemment. On a des gros chagrins, on a des grosses peines, mais on peut faire le choix de mettre le bonheur en haut de l'affiche. Ouais. Et il y aura toujours des chansons. Avec Des plaisir. chansons pour être heureux. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci. Lorsqu'il Merci. s'est réveillé, m'a mis les choses au clair. À quoi bon s'énerver? À qui veut m'écouter? Je grippais sur la terre.